Nous l'avons dit, notre perception est limitée. Elle est erronée. Nous ne voyons pas le monde dans sa totalité, nous ne voyons pas les ultraviolets, nous n'entendons pas les ultrasons. Cependant, faut-il en déduire pour autant que les êtres humains ne connaissent pas la réalité? Non, parce qu'au-delà de la perception individuelle, il existe ce qu'on appelle la science, des moyens beaucoup plus affinés de connaître le monde. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la science permet d'atteindre la vérité objective? La question de la vérité, c'est la question de la vérité objective. Il y a, vous avez un repère, objectif-subjectif. Objectif du côté de l'objet, subjectif du côté du sujet. Le sujet, c'est la raison, c'est le scientifique, c'est la pensée humaine. L'objet, c'est la nature, les phénomènes, etc. Est-ce que la science nous donne la vérité des choses en soi et non pas quelque chose trafiqué par notre pensée? Cette question, nous la posons donc maintenant à la science moderne, c'est-à-dire à la science expérimentale, à la science qui fait des expériences pour prouver ses hypothèses. C'est une chose qui nous paraît évidente. Y a-t-il une autre science qu'expérimentale? Eh bien oui, parce que l'idée d'expérimentation n'est finalement apparue qu'au XVIIe siècle. Galilée a commencé, Descartes, Pascal, mais la vraie révolution, c'est Harvey. Harvey, c'était un médecin anglais qui a voulu prouver que le sang circulait dans le corps humain. Puisque jusqu'à cette époque-là, on pensait que le sang était immobile. Et pour le prouver, il a fait des expériences, une expérimentation. Ce qui était révolutionnaire, c'est que on n'imaginait pas jusque-là pouvoir expérimenter sur le vivant, pouvoir toucher le corps humain. Il faudra attendre le 19e siècle et le médecin Claude Bernard pour avoir une théorie de cette méthode expérimentale. Nous allons suivre pas à pas ce qu'il propose comme processus expérimental et voir à chacune des étapes de ce processus si on est plutôt du côté du sujet ou plutôt du côté de l'objet. Première étape de cette méthode expérimentale telle qu'elle est définie classiquement par Claude Bernard, c'est l'observation. On observe un fait avant de l'étudier. Si nous prenons la marée, nous avons une différence essentielle cependant entre le promeneur au bord de la mer qui voit la marée et le scientifique qui va voir la marée pour l'observer. Et vous allez voir qu'il y a une différence essentielle entre la pure observation et l'observation du scientifique. Le promeneur, il voit la marée, il voit aussi les bateaux sur l'eau, il voit la couleur des maillots de bain, il sent le vent, il entend le bruit des cris, de la circulation derrière lui. C'est un ensemble. Le scientifique, lui, il est venu pour voir, pour regarder la marée. Et donc, il va découper dans la réalité ce que lui met sous le titre marée. Mais le titre marée, quelque part, c'est lui qui l'a créé. Donc, premier acte rationnel qui vient du sujet et non de l'objet, c'est ce tri effectué dans les données brutes de la réalité. Deuxièmement, observer la marée pour l'étudier, c'est la mesurer par exemple. Donc on va utiliser ne serait-ce qu'un centimètre pour mesurer la longueur d'avancée ou de recul de la marée, l'amplitude de la marée. Ce centimètre, ce mètre, il ne vient pas de la nature. Il a bien été créé par les hommes, en fonction de leur façon de penser. On voit donc que l'observation scientifique comporte déjà une grande part de subjectif, c'est-à-dire de raison. C'est ce que nous explique Gaston Bachelard, un philosophe du XXe siècle, lorsqu'il écrit « Déjà l'observation a besoin d'un corps de précaution qui conduise à réfléchir avant de regarder ». Qui réforme du moins la première vision, de sorte que ce n'est jamais la première observation qui est la bonne, c'est pas celle du simple visiteur. L'observation scientifique est toujours une observation polémique. Lorsque je vais observer la marée, en tant que scientifique, c'est parce que je veux voir si ce qu'on en dit est vraiment vrai, s'il n'y a pas une erreur. Polémique, c'est ça, polémos, c'est la guerre. C'est le combat, c'est contre quelque chose. Donc on observe contre une idée reçue.
Elle confirme ou infirme, donc, c'est la même idée, une thèse antérieure, un schéma préalable. Elle montre en démontrant, elle hiérarchise les apparences. Quand je vous ai dit, on élimine la couleur des bateaux, on élimine le bruit du vent. Elle hiérarchise les apparences. Elle transcende l'immédiat, elle reconstruit le réel après avoir reconstruit ses schémas. Elle reconstruit le réel, c'est-à-dire qu'elle reconstruit l'amplitude de la marée après avoir construit l'instrument pour le mesurer. Deuxième étape, l'hypothèse. Vous savez, c'est le moment où le savant Archimède sort de sa baignoire en criant Eureka, j'ai trouvé. Le moment où le scientifique se dit et si ça se passait comme ça? Et si c'était ça l'explication? Ces savants sont des inventeurs. On pourrait dire qu'ils inventent la vérité au moment où ils en ont l'idée, avant même d'essayer de voir si c'est vrai. Lorsque je dis ils inventent la vérité, je veux dire qu'ils sont des inventeurs et non des découvreurs. Le découvreur, c'est celui qui trouve quelque chose dans le réel. L'inventeur, c'est celui qui le trouve dans sa tête. Donc, à notre question subjectif ou objectif, l'hypothèse semble bien être terriblement et presque totalement du côté du subjectif. Et l'histoire des sciences nous montre encore plus ce que je viens de vous dire. Prenons un premier exemple un peu ancien. En 1846, Le Verrier, un astronome, observe des perturbations de la planète Uranus. Il n'a aucun moyen de les expliquer, si ce n'est à partir de calculs qu'il fait, par l'existence d'une planète qui se trouverait à tel endroit et qui aurait telle masse. On a la description du ciel, on va dire, par Newton et de tous les astres qui existent, et il n'y a pas de planète à cet endroit. Le Verrier dit, moi je ne peux expliquer ces perturbations que par une planète qui serait là. C'est une planète supposée. On est en 1846 et 26 ans après, des astronomes vont observer cette planète qu'ils n'avaient jamais vue et que, quelque part, Le Verrier avait inventé. C'est la planète Neptune. Plus près de nous, une découverte majeure de notre époque, la découverte du boson de Higgs. L'Écossais Higgs postule l'existence d'une particule qui pourrait expliquer l'existence même de la matière, de la masse des autres particules. C'est une hypothèse purement rationnelle, purement logique. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. À ce moment-là, on va voir 6000 chercheurs dans le monde qui vont se fédérer, s'organiser pour essayer de trouver réellement ce boson de Higgs. Ils vont travailler pendant des années et des années, 30 ans exactement, pour découvrir en 2013 et prouver l'existence du boson de Higgs grâce, entre autres, à une avancée technologique importante qui est l'existence de cet énorme et gigantesque accélérateur de particules qui se trouve au CERN à Genève. Troisième étape, l'expérimentation. Vous avez une hypothèse, vous voulez la vérifier et vous le faites en faisant des expériences scientifiques que l'on appelle aussi expérimentation. Méfiez-vous, le mot expérience signifie aussi parfois expérimentation au sens scientifique. Vous expérimentez, vous vérifiez l'hypothèse en affrontant cette hypothèse à la réalité concrète. Soit naturellement, si vous avez posé l'hypothèse que la marée était liée à la Lune, vous allez aller mesurer les marées pendant de longs mois, les confronter au calendrier lunaire, etc. Mais le plus souvent, cette expérimentation se produit de façon artificielle en laboratoire, où on va recréer le phénomène dans des conditions qui permettent de l'étudier avec les sens humains et avec les instruments que les hommes ont créés. Dans la suite de ce texte donné au bac, Bachelard nous dit, naturellement, dès qu'on passe de l'observation à l'expérimentation, le caractère polémique, on l'a expliqué, de la connaissance devient plus net encore. Alors, il faut que le phénomène soit trié, filtré, épuré, on enlève les bateaux, le vent, etc., coulé dans le moule des instruments, produit sur le plan des instruments. Je vous disais, on mesure. Mais lorsqu'on mesure une table, et qu'on dit elle fait 1 mètre, la table ne fait pas 1 mètre. Le mètre n'existe pas dans la nature. Le mètre, c'est une pure conception mentale.
Elle vient de nous, elle vient du sujet, elle vient de la raison. Ce n'est pas une qualité de la donnée objective. Donc, nous parlons de la table à travers le langage des instruments qui est le langage de notre raison. Ce sont des théories matérialisées, les instruments. Et ce que nous avons donc à l'étude en science, ce ne sont pas les faits bruts, mais ce qu'on appelle le phénomène, c'est-à-dire le phénomène, c'est les faits tels qu'ils nous apparaissent à nous être de raison. En sommes-nous arrivés à dire, comme Kant, que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après son propre plan? Allons voir ce qu'il en est de la dernière étape de la méthode expérimentale définie par Claude Bernard, à savoir celle de la loi. Lorsque j'ai vérifié mon hypothèse, je la transforme en loi. Lorsque Newton eut fini de faire tomber des milliards de pommes, si l'on peut dire, il en a fait la loi de la gravitation. Et cette loi, il a dit, tous les objets sont soumis à cette loi. Il est donc passé de cas particuliers, aussi nombreux soient-ils, à une loi qu'il donne pour générale. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par induction retourné au cours sur la démonstration. Qu'est-ce qui autorise les scientifiques à généraliser ce qui n'est qu'un cas particulier? Eh bien, c'est la croyance, parce qu'il s'agit bien d'une croyance. Vous voyez, le sujet, croire en la science, c'est une forme de religion. C'est une croyance dans le déterminisme, c'est-à-dire dans le fait que le monde est régulier, que demain le soleil se lèvera et qu'une pomme ne s'envolera. On s'aperçoit que même notre science la plus pointue ne permet pas de dire que nous atteignons la vérité objective, le réel, le monde tel qu'il est, le monde en soi. On s'aperçoit effectivement qu'à chacune des étapes de la méthode expérimentale, nous avons une intervention du sujet, de la raison, de l'a priori, sur de l'a posteriori, sur de l'observation, sur de l'objectif. Donc, la connaissance que nous avons du monde serait une sorte de mix entre la théorie des rationalistes et celle des empiristes, entre l'a priori et l'a posteriori, le subjectif et l'objectif. Eh bien, c'est très exactement ce que nous expliquait Kant, à qui la science moderne a donné grandement raison et dont nous allons parler dans la prochaine vidéo.